Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. C'est toute une guerre que se livrent l'université Harvard et la Maison-Blanche, le président Trump. Comment les gens peuvent comprendre les enjeux derrière ça? Parce que je sais que la pensée majoritaire au Québec, c'est que puis il y a un côté épouvantable à ce que la politique rentre dans l'universitaire, mais en même temps, la politique est rentrée dans l'universitaire avant, là, en imposant le mouvement woke jusqu'à un certain point. Je ne sais pas comment rétablir ça. Alors, c'est une affaire complexe, sinon que c'est en train effectivement de devenir une bataille symbolique de ceux qui choisissent de résister au rouleau compresseur de Donald Trump et ceux qui ne résistent pas. Ça avait été testé avec une autre université prestigieuse, Columbia, qui elle est sise à New York, qui a un fonds de dotation de 14 milliards de dollars, alors que celle de Harvard est de 53 milliards de dollars. Ça donne peut-être des moyens pour la résistance. Il faut comprendre que le président Trump, dans sa campagne électorale, au cœur de son message électoral, disait vouloir lutter contre le wokisme. Et s'il y a un endroit où les choses se sont enflammées, sinon même où elles se sont créées, c'est sur les grands campus universitaires. Et c'est en général assez directement proportionnel au prestige des universités. Plus elles le sont, plus elles étaient woke, on disait, et on dit encore de Harvard, par exemple, qu'en matière de liberté d'expression, sur 250 plus ou moins universités qui avaient été sondées, c'était une des universités qui arrivait au bas d'un baromètre de la liberté d'expression, sinon même c'était la dernière université, parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire et d'autres choses qu'on ne pouvait pas dire, et en général, c'était aussi proportionnel à ce que tu étais woke. Même chose. C'est ça. Si t'es woke et à gauche, il n'y a pas d'extrême où tu peux pas aller. Tu peux aller dans tous les extrêmes les plus haineux, les plus terribles. Si t'es plus à droite, là, si t'es plus à droite, il faut que tu restes dans un corridor très, très, très restreint, là. Et pour appuyer ce que tu dis, et là, c'est un sondage qui a été fait auprès des professeurs, je t'en avais déjà parlé à Harvard, mais il y a une logique à peu près correspondante sur l'ensemble des grandes universités de la Ivy League, mais Harvard est l'exemple le plus abouti. Quand on demande au corps professoral, où est-ce que vous vous situez sur l'échiquier politique, il y avait 2,5% des professeurs à Harvard qui se disent conservateurs, 0,4% qui se disent très conservateurs. C'est donc dire que la grande majorité, alors certains de ceux qui nous écoutent diront c'est une bonne affaire, sont progressistes. Mais ça dit que la diversité de points de vue dans les milieux universitaires est pas toujours au rendez-vous et même systématiquement pas au rendez-vous, et que les voix plus conservatrices n'œuvrent pas dans le milieu universitaire. Et encore une fois, plus elle est prestigieuse, ton université, plus elle risque aussi d'être progressiste. Donc, ça faisait partie du combat. Il y a eu des incidents printemps dernier. On se rappellera et ça c'était même avant le printemps, c'était plutôt des 4 patronnes d'universités aussi très prestigieuses, Penn, Harvard, entre autres, le MIT, si ma mémoire est bonne, qui avait été questionnée par Elise Stefanik, à l'époque et toujours encore représentante, qui était destinée à devenir l'ambassadrice de Donald Trump aux Nations Unies. Ils ont changé d'idée il y a quelques semaines quand ils ont vu que leur marge au Congrès était très mince. Madame Stefanik qui avait questionné sur les manifestations qui avaient lieu sur les campus, les énormes manifestations, qui étaient souvent pro-palestiniennes, sinon toujours pas mal trop pro-palestiniennes, avait demandé aux patronnes, est-ce que votre code de conduite a quelque chose à dire sur l'appel au génocide des Juifs? Parce que ça a été entendu. Et les 4 avaient à peu près répondu, ça dépend du contexte. Comme s'il y avait un contexte qui justifiait que tu pouvais appeler de vouloir tuer des gens. Même le premier amendement, à certains égards, impose des règles. Par exemple, l'appel à la violence, c'est interdit. Et ça avait fait dire, à l'époque, que ces universités étaient devenues des antres de l'antisémitisme. Alors, je suis pas sûr que Harvard ou Columbia soit l'antre de l'antisémitisme. Il y a eu des manifestations, il y a eu de l'opposition à Israël, puis il y a certainement eu des propos antisémites qui ont été prononcés, toujours inacceptables. Pour autant, est-ce que ça en fait des institutions antisémites? J'en doute, franchement. Harvard, j'allais te le dire, c'est l'institution des institutions pour livrer le combat à Trump. C'est, je pense, 162 prix Nobel dans son histoire. Ça a été fondé plus ou moins 50 ans avant la République,
en 1636. C'est une institution richissime et qui s'est fait dire par le président, donc comme à Columbia, il faut changer vos pratiques, il faut nettoyer certaines affaires, vous êtes antisémite, et là, on va vous donner des règles, ou en fait c'est pas des règles, des suggestions de choses que vous devriez faire différemment, sinon on coupe les vivres. 2,2 milliards de subventions. Mais tout ça est profond, Stéphane. Là, on parle de... Je ne dois pas te parler de l'Université de Montréal. C'est comme si je pensais que c'était superficiel. Je pense pas que c'est superficiel. Non, je parle de profond dans le sens que chez nous aussi, il y a des questionnements. Moi, j'ai écrit, écoute, j'ai eu des débats là-dessus, puis je me suis fait ramasser, puis j'ai pas peur de ce que j'ai écrit. L'Université de Montréal, prestigieuse université au Québec, Montréal, grande université de la francophonie dans le monde, à son département d'histoire. On n'enseigne plus l'histoire du Québec. Comme étant, je dis pas qu'on enseigne plus l'histoire de ce qui se passe au Québec. On va enseigner l'histoire des Autochtones au Québec, du féminisme au Québec, de plein d'affaires qui arrivent au Québec. Eux, ils disent que c'est ça, enseigner l'histoire du Québec. Mais l'histoire de ce peuple, de parlants français qui sont débarqués, puis qui ont survécu, puis qui ont élu à un moment donné René Lévesque, puis qui ont ça, c'est quétaine, c'est poche, c'est plate. Puis là, ils ont imposé leur langue avec la loi 101. C'est du colonialisme. Puis le mouvement woke a totalement pris le contrôle d'un département d'histoire comme le département d'histoire de l'Université de Montréal. Puis là, il y a des gens qui sont très d'accord avec ça. Quand je le dénonce et je me fais ramasser, Stéphane, que je comprends rien, puis je connais pas, puis l'histoire, puis tout ça, puis l'anticolonialisme, puis tous les grands mots. Mais c'est quand même un fait. Puis moi, je dis même pas que l'histoire du wokisme devrait pas être enseignée aussi. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'on interdit, mettons, moi, là, comme francophone, là, dont je sais pas quelle génération a été amenée sur ce continent, était déterminée à perdre sa langue, à perdre son français, puis a survécu. Ça ne peut plus être enseigné. Ça doit être tu. Ça doit être caché. Ça me met en tas. Tu sais, je veux dire. Et donc, et j'entends ton tas. Non, mais tu comprends que quand je dis que c'est profond, c'est ce que je veux dire, c'est qu'un peu partout, les milieux universitaires, là, c'est pour moi, le wokisme, c'est un ouragan. C'est pas juste que ça s'est imposé, ça a pris sa place. Un ouragan, il arrache tout sur son passage. Là, après le passage, il reste rien, là. Il reste plus de bâtiments. Tu comprends? Ben, il reste de la recherche fondamentale parce que ces universités sont souvent des lieux où il se fait en sciences, en génie, il y a du travail qui se fait aussi. Donc, et Harvard fait ça aussi. Il y a plusieurs hôpitaux universitaires qui sont liés à Harvard. Et si tout ça est parfaitement légitime et même dans certains cas consternant. Et je pense que Donald Trump mettait en campagne le doigt sur quelque chose de très sensible et une incompréhension, y compris sur les questions de genre, c'est-à-dire, par exemple, la possibilité pour des athlètes femmes trans de compétitionner avec d'autres femmes. Il mettait le doigt sur une sensibilité que les démocrates ont absolument refusé de voir et que certaines universités ont refusé de voir. Et là, il prend les grands moyens, y compris en menaçant le statut fiscal de Harvard. Là où moi j'ai un vrai souci, c'est quand, par exemple, il se fait le chantre, le champion de la liberté d'expression, mais t'explique qu'il y a vraiment des points de vue qui sont faut plus les inacceptables. Et par exemple, que tu es antisémite parce que tu critiques fermement la manière avec laquelle Israël mène la guerre. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Si j'ai l'air de défendre Trump, mais je suis juste découragé. Non, mais je suis juste découragé parce que je trouve aussi fou ce qu'il fait. Hey, j'ai le communiqué des professeurs d'Université du Canada, Stéphane. Les professeurs d'Université du Canada demandent à leurs membres, aux profs d'université, de ne plus aller dans des colloques aux États-Unis. Et là, on parle de liberté d'expression, de discuter. Si tu as déjà critiqué Trump, si tu as fait des études sur les changements climatiques, si tu as fait des travaux sur des sujets qui déplaisent à l'administration Trump, je suis pas plus d'accord avec ça. Je trouve ça aussi capoté, sinon encore pire. Mais je sais juste plus comment on va recréer des espaces de débat intellectuel dans nos sociétés. Je suis découragé, sincèrement. D'abord, en ne se démonisant pas ou en se diabolisant pas les uns les autres, en étant extraordinairement patient, ferme et inflexible sur les principes qui nous animent, c'est-à-dire que moi, je suis prêt à dialoguer, mais il y a des principes sur lesquels je ne changerai jamais mon point de vue, puisqu'ils me semblent fondamentaux. Donc, sur la question que tu amenais toi-même ou les enjeux que tu présentais, je pense aussi qu'il y a eu une folie qui s'est emparée des universités. Il se trouve que j'étais aux États-Unis au début des années 90, je pense te l'avoir raconté il y a quelques semaines, quand on parlait, avant que ça soit à la mode, du sujet des universités. Oui. Et je te disais, j'ai vu avec Denis de Souza, qui est un auteur qui avait écrit Illiberal Education, j'ai vu naître le mouvement et jamais
alors je me rappelle avoir écrit un article sur ça en disant attention, il se passe quelque chose sur les campus universitaires sans jamais prendre la mesure de ce que ça pourrait devenir. Ceci étant dit, je pense que Harvard, comme n'importe quelle université, n'a pas à se laisser dicter les règles d'embauche, n'a pas à être mis sous tutelle. C'est la liberté académique. Alors si elle est violé par la tourmente woke. Il y a des combats à mener auprès des institutions pour qu'ils changent. Ça pourrait être une manière de faire, c'est-à-dire de refuser d'envoyer ses enfants dans ces grandes écoles-là. Et ça coûte 55 000 $ de frais de scolarité, à peu près en moyenne pour aller à Harvard. Il y a plein de moyens. Pour ceux qui sont donateurs au fonds de dotation, de dire, un instant, là, vous pouvez quand même pas tout garocher par la fenêtre, sinon on donnera plus. Mais que le gouvernement fédéral, qui a son rôle à jouer, tu donnes de l'argent quand tu es gouvernement, tu peux poser des questions. Mais imposer de manière coercitive puis menacer de changer le statut fiscal, c'est un bras de fer redoutable. Et je pense que quand tu capitules là-dessus, même si tu n'aimes pas l'institution, c'est la question du principe, et j'ai des doutes monstrueux, sinon énorme à l'endroit de Harvard et sa manière de faire. Quand tu acceptes de capituler là-dessus, c'est que tu fais sauter les barrages. Et les prochaines étapes, c'est ce qui se passe en ce moment. Un Américain qui a été déporté, citoyen, par erreur, le gouvernement qui le reconnaît dans une prison infernale au Salvador et qui refuse de prendre fait et cause pour ce citoyen américain. Alors, soit il était d'abord, premièrement, avant d'être américain, salvadorien. C'est comme s'il y avait deux catégories, un naturalisé, puis le né natif. Mais ça n'a aucun sens. Et quand tu laisses aller, évidemment, le pire est possible. Je pense que le fond du combat de Donald Trump et de ceux qui l'entourent sur les dérives du wokisme qui devenait impérial, totalitaire, c'est hyper valable de choisir d'asphyxier une institution parce que tu dis c'est le seul moyen de les faire changer d'avis. Je pense que c'est un risque, et c'est un risque qui n'est pas que symbolique, c'est un risque de précédent institutionnel. Et je pense qu'Harvard a raison de se tenir debout, même si je ne partage pas leur sensibilité politique à plein égard. Et à commencer par la présidente qui était à la tête des opérations de l'université et qui a été reconnue d'ailleurs comme plagiaire. J'avais pas de sympathie pour elle, mais j'ai une sympathie pour ce que signifie l'institution et dans le combat qu'il mène contre, alors je ne dirais jamais le totalitarisme de Donald Trump, je pense pas qu'on en est parfaitement là, mais je pense qu'il y a des tentations, puis c'est pas vrai que pour lutter contre un mal, tu dois faire fi de toutes les règles. C'est le principe de la justice. Quand elle te plaît pas, tu la nies. Alors elle est pas parfaite, elle peut être politisée, elle l'est souvent. Je pense que Trump, par moment, dans le passé, a fait les frais d'une justice, disons, orientée, où on entendait ceux qui l'instruisaient, la justice, avoir une opinion sur le personnage en amont de ce qu'il allait rendre comme verdict. C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, on est aussi dans une circonstance, dans des circonstances où il faut se poser de sérieuses questions. Bon. T'as vu que c'est un sujet qui m'intéressait et me passionnait. Tu parles mais t'as raison. Tu parles avec sagesse, ça me réconcilie. Je te remercie. J'espère te réconcilier avec d'autres choses. On devra absolument parler demain parce que c'est de ça dont il s'agit. En France, des prisons prises d'assaut, attaquées à la Kalachnikov, des gardiens de prison, des agents de la pénitentiaire dont les voitures brûlent à leur domicile, dont les maisons sont taguées. C'est une attaque frontale sur l'état de droit, sur l'appareil de justice, probablement menée par les narcotrafiquants. C'est extraordinairement inquiétant. On parle ici de la mexicanisation du pays. Et je reviendrai là-dessus pour avoir vécu au Mexique, parce que il n'y a pas un pays, il n'y a pas une démocratie qui veut, parce qu'on parlait de principe, donner du lest à ce qui peut devenir une éventuelle rivalité d'autorité entre les méchants, les cartels narcos et la légitimité de l'État. On parle de ça et on le vit ici en France. On en parlera demain. Le pouvoir parallèle des bandits, oui. On se parle de ça demain. Merci Stéphane. Bye bye.